L'herbier du Muséum national d'histoire naturelle à Paris conserve des millions d'échantillons de plantes de toute la planète. C'est l'un des plus riches au monde. Mais combien d'échantillons précisément 8, 10, 11 millions? Les botanistes ne savent pas vraiment. Depuis 3 siècles, cette collection grossit au gré des missions menées à travers le monde. Mais nombre d'échantillons ne trouvent plus leur place dans ces casiers qui s'alignent sur 4 étages. Ce n'est pas qu'un problème de surpopulation qui se pose ici. Ce gigantesque registre de la biodiversité végétale a tendance à devenir illisible. Ici, par exemple, ce sont les plantes de France et d'Europe. Ici, les plantes d'Afrique. À un autre étage, encore celles d'Asie ou d'Amérique. Ce système de classification par zone géographique, qui rappelle les grandes explorations du XVIIIe siècle, ne correspond à aucune logique scientifique. Un immense chantier de rénovation du bâtiment a donc été décidé. Il va falloir ranger ces échantillons selon le système de classification phylogénétique. Ce système s'intéresse aux liens de parenté entre espèces et à leur évolution, plutôt qu'à leur lieu de naissance. C'est lui qui permet de travailler réellement sur la biodiversité. La botanique a besoin que l'herbier se transforme enfin pour jouer pleinement son rôle dans cette recherche. Tous les échantillons vont être également restaurés et numérisés. Plus que jamais, les botanistes pourront prétendre avec malice: le point du globe où on a le plus de chances de découvrir une nouvelle espèce, c'est au muséum à Paris. On n'arrive pas à savoir si dans le projet, on a vraiment projeté d'avoir un herbier, enfin des collections historiques gardées à part. Cela dit, la bataille sera peut-être pas aussi compliquée parce que Odile disait l'autre jour que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle avait prévues, et notamment des zones tampons qui permettraient de pouvoir s'organiser. Bon, donc, il faut qu'on soit convaincant dans le nombre de casiers et pas en réclamer trop, mais bon, on essaye de faire le tour un petit peu. Oui, on va faire le tour. Tu vois, puis là, il y a des choses comme ça qui sont pas... Et ça, c'est tout Palissot de Beauvois. Forcément identifiées. Et t'as vu ce paquet-là, il est exactement comme celui-là. Ouais, ça ressemble pas trop... Ouais, c'est bien rangé, c'est un peu abîmé sur les bords, mais ça n'a pas été trop souvent consulté, hein, tu vois. Tu veux le voir? Ouais. Puis surtout, je vais le noter. Alors, attends, j'ai mon cahier là-bas. Non, mais attends, on va y retourner là-bas. Tiens, retire le paquet du dessus qui va se casser la figure. Et ça, c'est le remplissage maximum des casiers. Ça, c'est toujours une drôle d'affaire. Tu as même du manuscrit, si tu veux. Hein? Tu as des manuscrits. Oh. Amérique équatoriale. Quelle boutique. Les manuscrits de qui? Eh, c'est de la correspondance, ça. Ouais, c'est les surprises, hein. Ça, c'est, ouais, bah oui, tu vois. Bon, c'est pas, ça change pas grand-chose par rapport à mes volumes, moi, mais bon, c'est des... Non, mais par contre, tu vois, c'est une petite étude qu'il y a à faire quand même avant que tout ça se déménage. Hein. Plante donnée par M. Michaud en 1797. Dis donc, c'est des choses qui pourraient être intéressantes. C'est des listes. 1746. C'est adressé auquel je suis, ça, c'est adressé à Antoine, ça. Attends, bon. Non. Allez.
Ah ouais. Ouais, alors tu vois les fruits, hein. Ah, on a de la chance, là, ils sont restés entiers, dis donc. 85... Donc voilà, donc, les doubles vont pouvoir être distribués au Missouri Botanical Garden, à Kew, à Genève, et puis celui qui est resté à Nouméa. Voilà, c'est bien qu'on ait vu ça sur le terrain parce que si on a des individus différents, des récoltes en herbier, juste sans savoir que ça vient du même pied, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner que c'est la même espèce, quoi. Et puis même le même individu. Intérêt d'aller travailler quand même sur le terrain et d'y revenir. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, la pression minière est très forte, donc il y a des exploitations de nickel énormes. Donc il y a une véritable problématique de conservation de la biodiversité, d'autant plus que pas mal de nos espèces qu'on étudie là sont situées soit sur les terrains miniers, soit également dans les forêts sèches. Et les forêts sèches, c'est vraiment l'écosystème de par le monde, hein, mais en particulier en Nouvelle-Calédonie, qui est le plus fragile, parce qu'il est très systématiquement détruit, que ce soit pour l'élevage, pour l'agriculture, mais également pour l'habitation. Comme jusqu'à présent, on savait qu'il y avait ce genre endémique, on savait qu'il y avait entre 10 et 40 espèces, en gros, donc on en était là, au niveau des connaissances. Le fait d'arriver à vraiment essayer de comprendre ce complexe et de définir le nombre d'espèces qu'il y a et leur distribution, leur lien de parenté, peut permettre d'aider à mettre en place des stratégies de conservation. C'est nos dernières récoltes de Nouvelle-Calédonie. On a le premier groupe de... Bon, idéalement, ce serait de mettre les algues vertes là, mais encore une partie. Après ça, on a... Les algues brunes, C'est bon. Etc. Puis après, on a toute la séquence des odicotes. Et alors ça, c'est une grosse partie du boulot aussi à faire, parce qu'on ne peut pas le faire au fur et à mesure que ça se remplit. Il faut absolument avoir une péréquation, avoir quelque chose de... pour dire... les transitions. Bah oui, parce que les monocoques... Il faut qu'on se décide pour les histones. Il faut qu'on se décide pour les histones. On ne sait pas encore où on les met là-dedans, parce qu'ils vont arriver quelque part là. Et ça va être important pour le constructeur. Il va falloir qu'à ce moment-là, on lui dise, là, on veut des armoires fermées. C'est-à-dire, on veut des compactus avec des portes. Et que ça ferme. Ah oui, alors les historiques là-dedans, tu les as pas mis? Non, parce qu'on n'a pas décidé. Et ça, il faut qu'on fasse une décision collective. C'est pas à moi de décider. Parce que l'idée, c'est de rassembler quand même les histos au sens large, aussi bien Fanero que Crypto. Oui, c'est vrai. Ça se mettrait par là. Alors là, c'est carrément pas pratique, hein. On n'est ni dans une extrémité facile à contrôler, ni... Ouais, mais qu'il soit vers le centre, très ça dur. pas mal aussi. N'oublie pas qu'il y a un ascenseur quand même. Ah, est-ce qu'on a la place de les mettre là? Alors voilà, faut voir. On n'a pas calculé combien on en met plus. On a calculé la capacité de l'herbier, enfin le volume de l'herbier et tout ce qu'on a arrangé. D'accord. Donc à partir de cette estimation, on a fait un calcul du nombre de casiers qu'il nous fallait et on y a ajouté 30% pour l'augmentation pendant les 30 prochaines années. Oui, c'est ça. Projection à 30 ans. Une projection à 30 ans. Voilà, l'idée c'était de voir Donc en si, fait, non, c'est pas à 30%, je me trompe. C'est avec un nombre estimé d'acquisitions par an qui est de l'ordre de 20 000 spécimens par an. Donc on aura 2 fois plus de capacité de rangement que dans l'actuel, avec la combinaison d'équiper en compactus, ce qui n'est pas le cas maintenant, et d'équiper aussi le 4e étage. Et on a calculé qu'il nous fallait 2 fois plus de volume. Voilà, ça c'est important. pour que l'opération vaille le coup. Oui. Et puis après, ça va permettre de ranger Qu'on soit à l'aise. correctement les trucs Alors actuels. c'est dans 3 ans, quand on équipera le dernier casier, qu'on se dira si on a eu juste ou pas.
dans certains endroits, tu peux avoir un petit buisson qui fait quoi, 1,50 m, arrondi comme ça, avec des feuilles comme ça et des folioles comme ça. Ouais. Et juste à côté, tu peux avoir un arbre qui fait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, avec un tronc comme ça, des feuilles longues comme ça et des folioles comme ça, côte à côte. Et tu penses que c'est la même espèce? On est arrivé, pour le moment, on est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une seule espèce. Parce qu'à un endroit donné, effectivement, tu peux voir 2 ou 3 formes. Mais quand tu regardes l'ensemble du matériel sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a une transition entre une forme et une autre. Il y a des zones où tu trouves 3 ou 4 formes ensemble. Donc on a une espèce poubelle, si tu veux, qui est embêtant pour un taxonomiste. Mais je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Pour un généticien, c'est le bonheur. Ouais. Donc ce qu'il faudrait arriver à voir, c'est si jamais, quand même, il y a une certaine divergence génétique entre ces différentes formes, ou si elles sont complètement génétiquement semblables et qu'il y a juste quelques gènes qui font la différence. Ouais. Ce qu'on voit actuellement au sein de Polycias dioica, c'est que il y avait dans le temps des espèces ou des sous-espèces différentes, et avec la perturbation de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ces entités qui étaient génétiquement, qui étaient interfertiles, mais qui étaient géographiquement séparées, sont de nouveau rentrées en contact, et que maintenant on a des questions d'hybridation. On n'a pas on n'a pas de quoi... Il y a 2 possibilités, quoi. Soit on est dans le processus de Darwin avec la différenciation comme ça de toute forme, et puis que ces formes sont en train de se différencier, mais elles ne sont pas encore assez différenciées. Soit elles étaient vraiment très différenciées et elles se sont re-rencontrées, quoi. Et ça au moins dans ici. certains endroits, certaines formes bien distinctes qui effectivement... Oui, ça on peut le voir en regardant le génome, parce que dans ce cas-là, il doit y avoir des paquets de gènes qui sont différenciés et qu'on retrouve liés dans le système à la fin. Il faut quand même un gros travail de génétique, hein, je te préviens. Oui, et en fait, je pense que ce qu'il faudrait essayer de faire dans un premier temps, c'est de trouver un endroit où il y a plusieurs formes, où on voit bien des formes distinctes. Et alors maintenant... Ça serait intéressant aussi de prendre des qui sont loin et d'emmener du pollen de l'une à l'autre pour voir si... Parce que ton hypothèse où elles se sont séparées mais elles sont restées interfertiles, si ça marche comme ça, on devrait pouvoir prendre le pollen de l'une et le mettre sur l'autre, même si elles sont éloignées, si elles ne se ressemblent pas, tu vois, la forme sèche et la forme humide, les croiser, voir ce que ça donne. L'un des inconvénients de travailler avec les couples ligneux, c'est qu'en culture, il faut attendre des années avant que ça devienne fertile. Donc effectivement, on ne peut faire ce genre uniquement sur le terrain. C'est faisable, c'est plus compliqué, mais... Ouais. Les 2 genres qu'on étudie avec Guillaume, ce sont les genres Arthroclianthus et Nephrodesmus, qui sont des genres donc, de légumineuses endémiques de Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que ce sont des genres qu'on ne trouve que sur cette île. Et la première question que ça pose, c'est d'où viennent ces genres? Dans ce cas-là, quelle est l'origine de ces genres? Donc on se polarise sur cette tribu de genres des desmodiés, donc on a un ensemble de genres, et on va essayer de rechercher quel est le genre frère de nos 2 genres endémiques de Nouvelle-Calédonie, et mettre une hypothèse sur son origine. Est-ce que ce genre il vient d'Afrique, est-ce qu'il vient d'Inde, de Chine, d'Australie? Bon voilà, c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Donc ici, on a l'Espédésa de Laoui, récolté en 1888 par l'abbé de Lavey en Chine. Alors, bon, c'est pas mal, mais ça restait un peu vert quand même. Bon, alors t'as des taches brunes qui sont un peu louches. Mais ça pourrait être un bon spécimen, un bon candidat, disons, pour l'extraction d'ADN. Donc là, tu vois, ce qui pourrait être intéressant, c'est de retenir ce spécimen d'herbier. Tout simplement parce que le spécialiste des desmodiés, M. Ohashi, là, est passé... Là, c'est Ohashi qui est venu en tant que spécialiste. Oui, donc ce qui l'intéresse, bien sûr, bon, lui, quand il fait ses révisions, ses monographies, enfin, qu'il veut faire ses publications sur un genre, sur une tribu de légumineuses, ce qui l'intéresse, c'est de voir un petit peu les spécimens qu'il y a dans les grands herbiers. Bon, on a ce qu'il faut. Hein. Et bien sûr, pour nous...
c'est sûr que c'est une garantie, enfin c'est tout bénéfice quoi. Hein. Il nous Ouais, c'est un identifie, plus. c'est un plus quoi. Ouais, je t'écoute. Là. Vous n'avez pas les clés? Non, elle est partie chercher là. Bon. Oula. Ah ouais, ça a changé là. On a changé de plafond. Oui, c'est un Oui, les bras sont un peu légers, mais ça... Ça marche? Oui, ça marche bien. Vas-y, pousse-toi en 4 d'un coup pour voir. Mais je peux faire d'une seule main, hein, tu vois. Ah ouais? Voilà. Je suis pas assez grand pour aller jusqu'à là. Jusque là, ça va. C'est les 3 dernières qui vont. Non, mais on a vont être prévu difficiles. des échasses. Et puis un panneau de A4 avec du plexi par-dessus où on pourra mettre tout ce qu'on veut dedans. D'accord. Et ça, ils nous l'ont pas encore présenté. Donc, Alors on va ranger les collections avant qu'on ait mis les étiquettes. bah voilà. Well branched. I think so. It says I think it's well branched. Leaves palmate. They compound total leaf length. Is rarely 15.2 to 23.1. 23.1 to 56.6. So, where are we here? Here again, this associated base, right? I just had a question. Where's the inflorescence? This communication of Oh, cool. Where's the word inflorescence? Parce que ça correspond à combien d'heures de travail? On compte à peu près du bruit. Ça, le marteau-piqueur là? Ouais. Le marteau-piqueur là, il y a environ 1 heure de travail. Donc ça correspond à 2 journées de marteau-piqueur à peu près en continu quoi. Ou alors de bruit en continu. Après Ouais, nous, de bruit de en l'autre côté, continu. il y a les Oui, vacations bien tout sûr. ça. Mais eux, de bruit en continu, oui, c'est ça. Okay, bon, parce que 2 heures, si c'est de 8 à 10 par exemple le matin et après que ça reprend en fin de journée, c'est quand même largement plus supportable que... D'accord. Au bout d'une journée de marteau-piqueur, les gens ils en passent plus quoi. Ici, on s'occupe de la numérisation des types. Ce sont les premiers spécimens trouvés et décrits pour chaque espèce. Avant de numériser ces types, il faut valider leur authenticité. J'ai repéré un spécimen très intéressant, parce qu'en plus, il nous parle de l'histoire de l'herbier. Donc voilà. Donc ce spécimen vient de l'herbier vaillant, comme c'est écrit ici. C'est un spécimen qui a été récolté par Tournefort. On peut le savoir à l'indication qui est indiquée ici, Corollaire Institutiones Rei Herbariae. C'est une œuvre de Tournefort qui date autour de 1700. Donc ce spécimen qui a été récolté en Orient, donc dans le voyage en Orient de Tournefort, entre 1695 et 1700 à peu près, a été cité par Linné, donc par Linné lui-même, dans le Species Plantarum. Il cite pour une espèce, Cocalis orientalis, il cite 2 polynômes latins. Donc avant Linné, les noms étaient généralement en polynômes. Donc 2 polynômes, dont celui de Tournefort. Donc il va finir en pochette rouge. Bonjour Juliette, là je t'apporte un docus de Balança que Olivier a repéré. La numérisation à proprement dit va commencer. Une équipe d'une dizaine de personnes a été constituée spécialement pour ce travail. Elles ont 200 000 types à traiter, sans compter ceux qu'elles vont identifier tout au long du chantier de rénovation. Il y a plusieurs types là. Je crois que tu peux juste en scanner un. Parfois, les échantillons ne sont pas aux normes et ne peuvent pas passer sous un scanner. Alors, il faut procéder autrement.
Attention les yeux. On va les contrôler, et après on fera une ronde dans le bâtiment. Vas-y, viens. Ah, tu vois, ils ont commencé à ranger, à vider. Pour mettre dans la nouvelle galerie qu'ils sont en train de faire. Hein. Ah bah là, ils emménagent. Ah, c'est déjà fait déjà. Oui. Bah voilà à quoi ça va ressembler plus tard en bas. D'accord. Voilà. C'est beau. Oh, les vieux bouquins. Les rayonnages se remplissent. Oh la barre. Je crois qu'il y a des trucs qui datent du temps de Louis XIV ou Louis XIII là-dedans. À mon avis, peut-être plus vieux même. Tu crois? On va pas pouvoir aller bien loin. Donc là, on veut broyer les cellules du tissu végétal par vraiment de manière mécanique. Encore 2 ou 3 étapes avant la fin de l'extraction. Puis il restera à envoyer le tout au génoscope Evry qui en séquencera l'ADN. Tu es sûr que c'est celui-là? Si tu veux, tu vois, il n'y a pas tant de variabilité que ça, hein, quand même, pour un MSC. Tu me disais qu'il y en avait beaucoup, mais non. Bon. Mais ça va. Enfin, en tout cas, Pour te dire tout nouveau, tout. on fait une différence, on distingue ouais. quand même avec ces petites bases. Ah, bon, alors là, tu as 2 blocs, en effet, qui se dégagent. Ce qui est bien, c'est que ça distingue le groupe des desmodium et du groupe phylodium. C'est-à-dire que tu retrouves ce qu'a proposé Washi. Ouais, là, c'est cohérent, c'est très cohérent avec ce qu'il a proposé. Alors là, il y a du boulot encore. Hein. Il y a les grands gaps, là, il faut voir s'ils existent, ces grands trous. Hein, s'ils existent vraiment. Il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a 2 SPDSA. Oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Regarde, c'est pas la même chose. Quelle est le vrai? Là, il va falloir que tu retournes aux données brutes, hein, parce que, voilà, moi, qu'est-ce que je fais avec ça? This one, there's this one as well. En fait, là, on les traite comme elles viennent d'un environnement tropical. Elles sont peut-être contaminées avec un certain nombre de pestes qui dévoreraient les autres herbiers de la collection. Donc ça, c'est une procédure de prévention où on traite tout ce qui arrive.
et on ne les ouvre et on ne travaille dessus qu'une fois que les spécimens sont congelés, donc que toutes les bêtes sont tuées. Hop, on prend le dernier. Yeah, I'll stop there. Okay. So that was the 2008 trip. This one, that's the one we collected with Marco and Kit. Là, c'est vraiment le tout début de la recherche. On déballe les spécimens, on va essayer de voir quelle étendue en termes de couverture d'espèces on a par rapport aux collections qu'on a déjà ici, qui sont importantes mais qui ne sont pas très complètes pour les bananiers, qui sont des plantes que personne ne récolte habituellement. Par exemple, pour ces spécimens du Laos, on n'avait aucun spécimen de bananier du Laos, donc on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait là-bas. Là, on a un spécimen d'herbier qui est complet, d'un représentant de Musa balbisiana, qui est une des espèces qui a donné naissance aux cultivars qui sont cultivés partout dans le monde et qui sont consommés en fait. C'est quoi la poussière qui vole? Alors c'est une sorte de cire qui est collée dessus. C'est partie de la plante en fait. Elles ne réagissent pas toutes de la même façon au séchage. Donc là on a vraiment le spécimen complet qui permettrait de décrire l'espèce si elle était nouvelle. On a les gaines de feuilles, on a la base de la feuille. On peut voir des caractères comme le fait que les deux bords commencent pas au même endroit. Par exemple, ça c'est aussi un caractère important, on ne le retrouve pas dans toutes les espèces ni dans tous les spécimens. On a un morceau de feuille au milieu pour avoir une idée de la taille de la feuille totale. On a aussi ce genre de choses, donc c'est la bractée qui tient l'inflorescence, donc c'est l'ensemble des fleurs et des fruits. Donc c'est pas vraiment une feuille, mais c'est pas vraiment une partie de la fleur, c'est un organe qui est assez modifié, on voit bien par rapport à une vraie feuille. Là on a le bout de la feuille, l'apex de la feuille, qui permet de voir qu'il y a aussi un caractère, si c'est tronqué ou si c'est pointu, ou ce genre de choses. Et là, on a les fruits. Donc des petites bananes pleines de graines. It still smells dried banana. Oui. The same? Oui. Celles-là sont pas comestibles, elles sont pleines de graines en fait. On va aussi s'intéresser au changement climatique en mappant, en mettant dans un système, dans une base de données, toutes les références, toutes les distributions, tous les endroits où on trouve ces plantes, ainsi que les niches écologiques qui vont avec elles. Donc on peut rentrer dans un modèle, la pluie, la lumière, le vent, toutes ces données vont rentrer en compte dans notre étude. On va aussi rajouter une couche de phylogénie, donc c'est-à-dire l'étude des relations de parenté entre ces espèces, de l'évolution. Et on va tenter de voir ce qui se passe dans le cadre d'un scénario à 50 ans, par exemple, de changement climatique, optimiste ou alors pessimiste. Et est-ce que ces plantes qui sont micro-endémiques pour certaines, c'est-à-dire qu'elles ne poussent que sur une montagne ou dans une forêt au Vietnam, qu'est-ce qu'elles vont devenir selon ces scénarios? Et est-ce que l'évolution les a dotées de certains mécanismes qui leur permettraient de s'adapter? Parce que ici c'est mon bureau provisoire pendant les travaux, dans ce superbe préfabriqué de classe. Alors c'est moins bien en hiver, mais
En été, c'était bien parce qu'on était en pleine verdure, là, quand même, faut dire ce qui est. Et voilà, donc là, je vais récupérer un bureau. Ça, c'est un peu compliqué parce que les cartons vont partir aujourd'hui, les équipements aussi, mais les meubles arriveront que la semaine prochaine. Vous voulez que je vous mette ça là-dedans? Voilà. Allons-y. Pareil que 3 déménagements égale un incendie, c'est ça? En termes de diminution de perte d'objets. On va voir. J'en suis à 2 en un an. Alors on n'a pas encore les portes. Ça passe pas là? Oh la malchance. Alors ça, c'est des choses trop précieuses. Je les ai amenées moi-même. Voilà. Un dictionnaire de botanique de 1783 et quelques planches d'herbier sur lesquelles je voudrais travailler. Alors voilà, ça c'est des vulpins, et il y a une bonne diversité, encore une fois là, de ces vulpins cultivés à l'époque, donc qui ont été semés dans les environs de Paris par les fourrages de l'armée régulière pendant le second siège, de mars à mai 1871. Voilà, ça a été récolté en octobre 71. Donc on a là des plantes qui ont été semées pour les chevaux de l'armée. Donc c'est intéressant parce que c'est un témoignage de ce que c'était que la diversité génétique il y a 150 ans, justement, avant que l'agriculture ne commence à devenir un peu industrielle. En fait, on est à peu près sûr que la diversité des plantes cultivées, on est sûr, que la diversité des plantes cultivées diminue à toute vitesse depuis en gros 150 ans, c'est-à-dire depuis cette époque-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'agriculture a fabriqué de la diversité comme la nature avant, par le fait qu'il y avait une reproduction locale, et donc chaque champ de chaque agriculteur était un lieu où se fabriquait une nouveauté génétique en permanence. Et comme ces champs étaient un peu indépendants, ça fabriquait plein de formes différentes, et comme ils échangeaient quand même des semences entre eux, ça maintenait de la diversité dans chaque champ, ce qui permettait que ça évolue. Et l'agriculture a fait ça pendant du néolithique à 1850. Et en 1850, ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs se sont spécialisés, certains qui produisent des semences et d'autres qui les exploitent. Le résultat, c'est qu'au lieu de produire de la diversité dans chaque champ, les seuls producteurs de diversité sont devenus les semenciers. Or ça restreignait, ça divisait d'un facteur 100 ou 1000 le nombre de lieux où étaient reproduites les plantes réellement. C'est-à-dire qu'un agriculteur, actuellement, quand il sème un champ, eh bien, en général, il ne va pas ressemer les graines de son champ, il en rachètera d'autres l'année prochaine. Donc le résultat, c'est que son champ, du point de vue de la plante, il est mort. Et la plupart des champs de plantes cultivées sont génétiquement morts, puisqu'ils ne seront pas ressemés. Vous en êtes tout. Ah bah oui, mais tu l'as fait, je l'avais marqué du coup. T'as réussi à faire une palette complète? Il reste encore les 373, après les 202. 202, t'en auras une complète aussi, il doit y en avoir encore dans les étages. Mais... Bon alors t'en as combien des palettes? Ménage vers un entrepôt de stockage temporaire ou bien vers le site de numérisation où des millions de spécimens vont être scannés. Ouais, on a fini pour l'alcothèque. Ah super, d'accord. Ok. besoin d'y aller, Florent est là-bas? Ouais. Je vais le retrouver pour qu'on fasse un point.
Je l'avais mis là parce que comme c'est une toute petite famille, j'ai pas envie qu'elle se... Mais je l'ai pas sur la liste, donc Non, tu l'as pas, mais moi c'est c'est ça. Non, mais moi je vais la mettre là pour qu'elle aille à Bussy, peut-être même la semaine prochaine. À Bussy-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Si tu prends du c'est là plus se que tu n'as pas déroule sur ta l'anonymisation liste, des planches de l'herbier. Tu peux prendre une tournée de 400 aussi. Ouais, mais tu dois pouvoir en faire une encore. Et puis de la 162, t'en as là aussi. Bon, super. C'est un petit groupe de 5 espèces. Ça, c'est l'échantillon le plus complet. Évidemment, quand on récolte sur un arbre, certaines branches ont plus de fruits, d'autres branches ont moins de fruits. Il y a toute une série de doubles ici. On a 2 types de fleurs, en fait. Ça, c'est l'expression sexuelle de cette espèce, tout ce matériel. Il y a d'abord un stade mâle, où les fleurs hermaphrodites s'ouvrent, dégagent du pollen. Les étamines tombent et les stigmates, ici, deviennent réceptifs pour du pollen qui va venir d'un autre pied, d'une autre plante, qui vont polliniser, qui vont fertiliser les ovules dans les ovaires ici. Et puis, après la réceptivité des stigmates, les fleurs mâles vont s'ouvrir, lâcher encore du pollen qui va être transporté vers d'autres individus qui seront au stade réceptif. Donc c'est un cycle et demi, mâle, femelle, mâle. Et si tu pouvais faire un petit croquis de ça, pas forcément en détail, mais juste pour montrer effectivement qu'il s'agit d'une espèce andromonoïque. C'est cette histoire de fleurs hermaphrodites et fleurs mâles mélangées. Et puis, la forme des feuilles, la nervation des feuilles, parce que tu vois que... Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de tout ce groupe. Tu as des nervures secondaires parallèles et très serrées. C'est vraiment caractéristique des 5 espèces dans ce groupe. D'accord. Ok. No, I should be able to do that mid-afternoon. Would that work okay? It's better for me. Wonderful. Perfect, thanks. Right, bye. Allô? Je pense, d'après ce que Pierre-Henri m'a dit aujourd'hui, on a une idée que ce qu'il avait été proposé il y a quelques semaines sera quasi définitif. Donc je vais déménager, je ne serai plus dans ma pièce ici au sous-sol. Je vais déménager au 2e étage, je serai plus proche de l'herbier, mais je perdrai quelques mètres carrés. Et c'est clair que tout le monde dans le bâtiment doit bouger. Et moi, entre autres, ce n'est pas une mauvaise chose. Ok, allez, bientôt. Ciao. Pete, oui. S'il te plaît. Ah, c'est chouette la façon dont tu as montré cette foliole un peu tournée. Ça donne une impression de 3 dimensions. C'est très joli l'ombrage là. Sur la nature, c'est exactement comme ça. Oui, je ne veux pas jouer un peu trop l'ombrage parce que ça donne l'impression que la surface est pliée ou quoi, mais normalement c'est pas plié. Non mais là ça marche, là c'est très bien. D'accord, c'est très bien. Ok. C'est mon nom. Donc ça, c'est le haut du paquet. Ça, c'est 7. Donc on commence au-dessus de la collection qu'on a mis la semaine dernière, à Danson. Hein.
Donc on commence comme ça, et puis après on refait notre serpentin. Ok, bon, allez, c'est parti. Vous voyez, là c'est le papier d'époque, enfin on est à peu près sûr que c'est le papier d'époque. C'est du papier qui est fait à partir de fibres textiles, hein. Ça se maintient bien dans le temps par rapport à d'autres papiers du 19e, 20e siècle qui se cassent. La fougère habite dans la Virginie de l'Ouest, la Caroline septentrionale et le Tennessee. Ça, en fait, c'est des collections qui n'ont jamais été rangées, des choses qui se sont rajoutées à la collection. Voilà, bon bah là on est pile poil dans le nombre de cases. Bon, on est reparti. Donc nous revenons dans l'herbier ancien modèle. Armoire 1930. Bonjour monsieur, ça va ? Voilà, donc c'est ça, ouais. Donc je commence voilà. par... Oui, on commence par celle-là. Donc cet herbier, c'est à l'origine une prise napoléonienne, en même temps que les documents de Léonard de Vinci. Et donc, il est arrivé à Paris en grande pompe, il a été exposé, etc. Et puis nous, disons, on avait envisagé de leur faire retour à la Suisse, puisqu'il est d'origine suisse, en raison de la notoriété d'Albrecht Schoenaler, et nos collègues helvétiques, ils ont dit ben, il est très bien dans ces meubles-là. Et donc il n'est pas reparti. Qu'est-ce que j'ai mis à 49 J'ai mis à tous des petits dépassants. HAW 47, et là il y a un L. 50. Ouais, 50. Et là 49. J'ai pas mis de dépassant? Si, HA 49. Le 48. Voilà, donc collection très très précieuse qui correspond au voyage qu'Haller a fait. Il a traversé 40 fois les Alpes à l'époque. Vous vous rendez compte, au milieu du XVIIIe siècle. Il n'a pas fait, à notre connaissance actuellement, il n'a pas fait de très très haut sommet. Je veux dire, il n'est pas monté au Mont Blanc ni au Mont Rose. Il a exploré les environs de Zermatt, donc on ne sait pas s'il est monté au Cervat. Mais en tout cas, on a un herbier magnifique de la flore alpine et d'un certain nombre d'échanges. Bon, on fera un autre feuillage. Cet échantillon vient d'ici. Tandis que la base Tantuta à 20 mètres, c'est grosso modo ici. Ah, ici, ouais. À vol d'oiseau, c'est très, très près. Sauf que ici, le vent vient de là, c'est le plus grand sommet du massif du Sud. Et donc tu as un effet de fun ici, très très prononcé. Et donc tout ce qui est en basse altitude, dans la vallée de la Tantuta, la vallée de la Dambéa qui est ici, tu as un microclimat très très sec, et ça vient de là.
Donc voilà, un des résultats que j'ai obtenu, une taille beaucoup plus petite et puis une variabilité plus faible pour la vallée. Donc là, c'est relativement bien typé, avec des petites feuilles, et puis par là, ça s'agrandit, et par là, ça se réagrandit. Et... Les plus grosses sont ici, et au bout là-bas. C'est-à-dire dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et il n'y a pas de différence autre entre ce côté-là et celui-là, on n'en voit pas en termes de forme Alors en tout cas, sur la taille, significativement non. Sur les formes, si, il y a des différences entre les localités. Mais ce que j'ai pu sortir comme visualisation en 2 dimensions, c'était pas très très net. À part pour certains Foliola Pico, donc au sommet des feuilles, qui étaient beaucoup plus acuminés, qui se terminent en pointe dans cette partie-là. D'accord. Les résultats ont quand même mis en évidence la structuration, une certaine structuration de la taille et de la forme. On ne s'attendait pas aussi bien. Hein. On aurait pu penser qu'on allait rien trouver, un gros bazar. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante dans cette étude, et tu as bien parlé dans ton mémoire, c'est en utilisant les scans des herbiers, qu'on fait maintenant pour la totalité des collections ici au muséum, tu as pu faire un programme de recherche sans avoir à toucher, à manipuler les échantillons, à abîmer les échantillons. C'était ça aussi. En génétique, quand on voit des clines comme ça, l'explication la plus simple, c'est qu'il y a des forces sélectives opposées et que c'est la migration qui rend les changements progressifs. S'il n'y avait pas d'échange, on devrait trouver des paliers, c'est-à-dire un truc à un certain niveau-là, et puis crac, un truc complètement différent là. Ouais. Si on voit un clean, normalement, c'est qu'il y a de la migration. Donc c'est un flux génétique qui empêche ou qui érode un tout petit peu la différence nette entre... En partant de l'hypothèse que c'est porté génétiquement. Absolument. Pour moi, ce qui est clair, c'est que la suite de ce travail va nécessiter, c'est toi qui le fais, que tu viennes sur le terrain et au fait de faire un échantillonnage dans des localités qu'on connaît. Tu vas être obligé d'aller en Nouvelle-Calédonie, t'as pas de chance quand même. Toi aussi, hein. Plusieurs semaines. Vietnam, we don't know exactly. Yeah. Because I see one point here that's 2590. I mean, almost 2,600 meters. Is that higher than these areas? I mean, in a reserve forest, and it was large patches of plants, large populations. Yeah. But until we saw this in the wild, nobody has collected it. Yeah. It wasn't known. It was thought extinct actually. So, for most of the species, it looks like, the future is not very bright. Like, things don't look very good. So you look at the current distribution that's predicted, you see, again, this relatively warm colors predicting that it's highly suitable. And then on the right-hand side, the future, most of the predictions show, a map that's almost entirely blue, which means that the conditions are not suitable in the future. The one exception is this one, Nusa coccinea, the species that has this low elevation distribution. The future is looking relatively good. So it looks like for the alpine species or highland species, the future climatic conditions are going to be highly unsuitable. They're going to be very poor. So this is kind of a pessimistic or optimistic scenario? Oh, well, so the right-hand pictures are for the future data under the sort of green scenario, what's predicted to be relatively suitable. The prediction for these species is that their habitat is just going to disappear entirely. But it will be much more unsuitable because people are cutting the forest everywhere. Bon, allez, vous voyez où on est au niveau du plan? Là, vous me mettez un numéro 1. Ouais, partir s'il vous plaît, juste devant la porte. Changer carrelage. Autre remarque. Il y a des joints où vous n'avez pas un joint acrylique à faire sur les... Sur PC, vous mettez un 4 au milieu de cette pièce. Je vous inscris là ici, vous avez d'autres remarques sur cette pièce là où on passe. C'est Mbaye. Là, vous me mettez un numéro 10, s'il vous plaît. Là, ouais, ici.
regardez ici, c'est tout en relief ça. On peut essayer de gratter. Mais Vaut mieux gratter, je pense. La reprise se voit. Vaut mieux gratter que la reprise se voit que ce soit. D'accord. Parce que c'est quand même un peu crasseux tout ça, quoi. Non, mais ça par contre, il faut qu'on continue à surveiller parce que c'est inquiétant. C'est vraiment. Alors, c'est pas inquiétant. Non, mais c'est inquiétant. L'expert est passé, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non, mais il y a une inquiétude sur l'aspect, il n'y a pas une inquiétude structurelle, ça je veux bien vous croire. Même l'aspect, il n'y a pas de ça bouge encore. Le truc qui, pendant presque un siècle, il y a eu 600 km² et en 15 jours, on enlève tout et ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à remonter. Voilà, c'est terminé. Après 4 années de chantier, la rénovation de l'herbier national du Muséum à Paris s'achève. C'est maintenant un long train de 413 familles de plantes à fleurs qui serpentent sur 4 étages, des bananiers au passiflore en passant par les herbiers historiques, auxquels il faut rajouter les lichens, les algues, les champignons. Ce chantier a permis de réévaluer la richesse des collections. On sait maintenant qu'il y a précisément 8 millions d'échantillons. Et là, tu tapes le nom du genre, le nom de l'espèce, c'est comme ça que tu vois tous les spécimens présents dans la base de données. La surprise, c'est que les types sont plus nombreux que prévu. Ces échantillons qui servent de référence, de maître étalon de l'espèce, sont estimés à près de 500 000. Pour les chercheurs, ce lieu est plus qu'une collection de plantes. C'est aussi une collection de fragments de temps et de lieux qui racontent une histoire, celle de la biodiversité. C'est pourquoi l'herbier reçoit et recevra toujours la visite de chercheurs étrangers. Il faudra encore plusieurs mois avant de terminer la numérisation des types. Mais déjà, l'herbier national est le plus riche des herbiers numériques au monde. En accès libre sur le net, il est ici à Paris et partout ailleurs en même temps. L'herbier a rejoint son époque. Et maintenant qu'il est rangé selon la classification phylogénétique, l'histoire humaine se confond enfin avec l'histoire de la biodiversité. Ça valait bien 4 années de chantier.